Bonjour à toi, cher spectateur, qui adore les nazis, qui adore le pognon, qui adore voir des nazis se faire buter pour du pognon. Et parlons donc d'un projet de cinéma qui a attiré mon regard de cinéphile depuis un bon petit moment et qui a mis beaucoup de temps à sortir dans les salles françaises. Parlons donc de Sissou, sous-titré en France de l'or et du sang, réalisé par Jeanne-Marie Hellander. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais vous faire le résumé, c'est Mathieu. Alors vas-y Mathieu, fais-nous le résumé de Sissou. Alors, ça commence lorsque un mineur finlandais, dont on ne connaît pas tout de suite le nom, est en train de creuser, avec son chien à côté qui lui tient compagnie. Et puis il trouve un filon d'or. Alors évidemment, c'est la joie, c'est le bonheur. Et donc, avec ses pépites bien récupérées, il part chemin faisant et il croise la route de Nazi. Sissou, et là, les nazis essaient de le piquer. Et puis, ils se rendent pas compte, parce que Sissou, c'est un mot finlandais, ça peut être traduit comme un mec qui est hyper vénère, hyper déterminé. Ah, Sissou, et là, il les transforme en purée, putain de merde. Sissou. Alors Mathieu, parce que moi je rigole, mais peux-tu dire la ref quand même Voilà. de cette petite Bon, blague? évidemment, c'est une référence à un mème internet assez connu, à savoir Risitas, un artiste espagnol décédé depuis, malheureusement, qui avait une grosse fanbase française. Et donc, lui, il disait Issou, parce que c'était pour dire Jésus, le nom de l'intervieweur, tu sais. Et il faisait rire tout le monde avec son sourire spécial, sa façon de raconter ses blagues. C'était un comique. Et là aussi, c'est très comique, le film. Donc je voulais lui rendre un petit peu hommage. Eh ben c'est un très bel hommage mon cher Mathieu. Comment vas-tu? Je vais très bien et merci de m'avoir proposé ce film. Eh ben écoute, franchement, la question ne s'est même pas posée quand j'ai vu le postulat du long métrage et quand j'ai vu surtout que notre cher Jean-Maurice l'avait sélectionné à l'absurde séance, je me suis dit il faut absolument que je traîne Mathieu dans ce petit traquenard finlandais bourré de nazis. J'ai pas été traîné forcément. Il y avait des roulettes pour me donner envie. Hein. De l'or et du sang. Ah bah ça. Et pour faire un résumé, alors il n'y a pas grand chose à placer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeanne-Marie Hellander, c'est pas son, il n'a pas une grosse filmographie. En fait, je crois que c'est son troisième seulement long métrage. Il est notamment connu pour avoir fait un film qui s'appelle Père Noël des origines, Oui, qui est que quand j'avais même vu. un projet bien barré dans son genre. Et il a fait un autre film dont je n'ai plus le nom avec Samuel Jackson et le fils de l'acteur principal de Sissou, avec qui il a tourné dans tous ses précédents longs métrages. Ah, je crois que j'ai le nom sur. Et je n'ai plus le long métrage, je sais qu'il y a Games dedans, mais je ne sais plus ce que c'est, qui est pas considéré comme un très bon film, mais qui, bizarrement, est adoubé par Stephen King. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce précédent long métrage a été adoubé par Stephen King, et depuis, il traînait un petit peu à gauche et à droite sans avoir réellement de projet, et il a débarqué il y a quelque temps dans les festivals avec ce projet Sissou, qui part d'un postulat qu'on pourrait presque qualifier de nanardesque, mais plutôt de série B. J'aurais tendance à dire. avec 3 francs 6 sous. Tu vas toutes les faire là pendant la vidéo. Je vais essayer. Et donc on se retrouve avec ce projet de long métrage qui a été complètement adoubé dans les festivals, que tout le monde adorait. Moi j'ai eu un retour de Jean-Maurice qui l'a vu au BIF dans une salle où il y avait 2000 personnes, tout le monde s'est éclaté, c'était une euphorie globale durant 1h30 de long métrage. Donc avec ça j'avais absolument envie de voir ce long métrage. Et on se retrouve donc avec le film qui sort en salle de manière quasi anecdotique malheureusement vu la semaine de sortie qu'on se tape. Mais pour autant, on va quand même en parler. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Mathieu, et que je te demande ce que tu as pensé de Sissou. Alors moi c'était sans souci. Il va vraiment toutes les faire. Oui. Mais de toute façon, faut savoir quand il s'agit de faire une comédie d'action, il faut un méchant très méchant et quand il s'agit de décaniller du Gnasbrock, là on sait qu'on est sur une valeur sûre quoi. Encore le soviétique, bon bah c'est le pauvre petit paysan quand même, ça va faire le Staline, mais quand même, bon le nazi, il l'a mérité quoi, hein. Oui, Que ce soit au couteau, au flingue, à la mine, dans la gueule aussi. à l'appel, à tout en fait, tout est bon pour tuer un nazi, Voilà. tout est bon. Et puis bon, j'adore aussi Bibi et Coyote. Bon, là c'est, il y a plusieurs coyotes parce que évidemment ils sont pas aussi élastiques que dans le dessin animé, mais ça fait du bien, ça fait du bien quand on voit ça. Et en plus, là j'ai dit qu'il était fait avec peu de moyens, mais c'est parce que le dispositif est très sobre. Et en même temps, le film n'est pas là pour faire quelque chose de grandiloquent, et plutôt il le fait
à échelle humaine, et justement, il en tire, je trouve, une subscientifique moelle. Ça fait partie de ce genre de cinéma que j'aime beaucoup, à savoir un cinéma qui travaille son matériel plutôt que de vouloir en mettre trop. Bah, techniquement, c'est un anti-Marvel, totalement. Puisque là, justement, chaque séquence est bien faite, parce que justement, le plan, la séquence, veut dire quelque chose, en tout cas, amène l'émotion qu'elle doit amener. Tandis que là, par contre, c'est pas hamburger aux hormones que je te fous dans le gosier, quoi. Donc, et toi? Et ben, je vais être complètement d'accord avec toi. Alors, j'ai quelques réserves j'ai quelques réserves sur l'aspect un peu classique en fait du côté un peu décalé du long métrage. Mais c'était un peu la même réserve que j'avais sur Père Noël l'origine à l'époque, parce que c'est un film qui m'a pas mal marqué, parce que je t'avoue que quand j'en avais entendu parler, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et que j'avais vraiment envie de le voir. Je trouve que le délire fonctionne, mais que peut-être au bout d'un moment il est un poil extrême, ou alors que dans sa dramaturgie il a tendance à peut-être trop divaguer, ou peut-être un petit peu trop en faire avec le personnage principal. Alors je dis pas qu'Atami est un personnage qui est maladroit, c'est pas le cas, et je trouve qu'au contraire il est vraiment réduit à sa substantifique moelle, c'est-à-dire vraiment un mec paumé en pleine Laponie, qui trouve une pépite et qui va dézinguer du nazi, et après on va te mitonner un truc genre... Il s'accroche. Et puis moi ce que j'adore encore une fois, bon ça c'est pas du spoil, mais j'adore encore une fois le côté mytho, genre oui sergent c'est qui? Oh c'est un mec, il a buté les gars à gauche et à droite, il est devenu complètement fou, et puis à un moment il a dézingué tout un paquet de nazis. On a affaire au professeur, il buvrait un bidon d'essence pour pouvoir pisser dans son feu de camp. Exactement, c'est le genre de mec, tu le débarques en Alaska en slip et tu le retrouves 2 semaines plus tard dans ta piscine à siroter un cocktail avec les poches bourrées de pesos. On n'est pas loin de ça quand même. Mais ça fonctionne encore une fois parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément assez vendu comme ça, mais c'est une vraie comédie d'action. On est vraiment sur pas des gags, mais un côté comme tu l'évoquais très bien, Bibi et Coyote. C'est vraiment le côté, le mec il est là, il a envie de faire chier personne, il veut juste rentrer avec ses pépites, et tout le monde l'emmerde. Tout le monde veut lui chourer ses pépites. Mais laissez-le avec ses pépites, il n'a rien demandé ce pauvre gars. Ça me rappelle un de mes films préférés qui est Rikio. Je sais pas, je crois que tu connais. Bien sûr, bien Là sûr. Là aussi, Rikio. le mec, il veut rien. Et ça se voit aussi qu'il faut pas le faire chier. Voilà. Et il vient le faire chier. C'est ça. Ensuite, ça se comprend. Au bout d'un moment, le chef nazi, il explique pourquoi il a besoin de cet or. Oui, ça voilà. se comprend. Mais quand même, t'avais un moyen plus simple. Tu demandes, bon ben, on te fout la paix. Mais tu nous laisses la moitié de l'or. Je pense qu'il aurait dit ok. Ou même plus soft. C'est où tu les as trouvés tes pépites? Peut-être qu'il en reste un petit peu. Aussi. Mais bon, Ça va marcher aussi. on serait pas dans un film sinon. Mais bon, malheureusement. Voilà. Enfin, non, malheureusement pour eux, heureusement pour nous. Exactement. Ah oui, profitons. Je te propose qu'on passe à l'écriture. On va pas non plus tergiverser vu la composition de l'écriture. C'est écrit par Jeanne-Marie Andersson. C'est une route, donc c'est très linéaire comme film. Mais en fait, chaque segment de route est représenté par un chapitre. C'est un film chapitré. Et très simplement, en chapitre 3, le champ de mine, ça parle de lui-même. Ça veut dire que chaque élément, effectivement, c'est un nouveau décor dans le même décor. Exactement. Et c'est ça son type de... c'est là où on retrouve l'esprit Bibi et Coyote. C'est que justement, c'est la manière dont chaque mort va être de plus en plus impactante, et à quel point on va pousser le personnage principal dans ses retranchements pour qu'il soit encore plus violent, qu'il soit encore plus bouilleur de nazis. Donc là-dessus, c'est simple, mais encore une fois, il faut une certaine inventivité, parce que, je veux dire, c'est là que tu vois un film où je tue un mec à un coup de couteau, puis un autre mec à un coup de couteau, puis un troisième à un coup de couteau, normalement c'est lassant, et c'est lassant. Donc il faut renouveler ce que font les slashers par exemple, et sauf que là par contre ce sont les victimes qui cherchent le tueur. Ah, on va poursuivre le tueur. Oui, mais c'est le tueur qui nous tue. Ah, il y a une subtilité. Mais c'est la vraie en fait créativité, on va dire, de scénario, parce que comme tu disais, c'est hyper linéaire. C'est d'ailleurs un des gros points noirs que j'ai à faire au film. Le chapitrage est vraiment pas utile. Après, il rajoute un côté fun parce qu'il délimite bien, on va dire, les segments qui parsèment le long métrage. Et les titres des chapitres, justement, ont un petit côté ironique. Dans le sens où ça dévoile un petit peu l'élément central de... Ça donne le ton, et en même temps, ça donne une anticipation. Je retourne sur le champ de mine parce que c'est un peu comme l'Empire contre-attaque. C'est un titre qui semblerait tout naze, pourtant c'est devenu mythique, l'Empire contre-attaque. Oui, c'est clair. Là, le champ de mine.
tu sais qu'il y a comment ça s'appelle, un mec qui est à cheval, qui essaie de fuir une escouade avec un tank. Donc tu Et sais donc, que il y s'il a un se met à champ de tracer une mine. ligne droite, voilà. Et là, tu anticipes déjà. Ah oui, mais alors, il va y avoir des trucs, il va y avoir des machins. Et, et là, justement, comment est-ce que les Nasbrock font pour passer ce champ de mine? Parce que eux aussi, ils savent plus où sont leurs mines. Et là, ils montrent aussi leur saloperie et leur cruauté. C'est avec les personnages féminins. Ah bah, c'est clair. Qui, franchement, ces personnages féminins, autant elles sont belles, on a envie de les câliner, autant si elles n'ont pas envie qu'on leur fasse un câlin, tu sens que si t'as pas une arme et 10 mecs pour les tenir derrière, c'est qu'elles vont t'arracher les yeux et même plus. Et petit spoil de la fin, hein, parce que là, oui, arracher les yeux et même plus. Oh oui, et même clair en plus. Mais ouais, je suis assez d'accord. Après, vraiment, pour moi, ça enlève pas le fait que ça pourrait être enlevé et que même si ça rajoute une ironie, par moments, c'est peut-être un poil forcé. Bon. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, comme tu l'évoquais, c'est l'aspect vraiment jeu avec le héros et les antagonistes. C'est vraiment le côté... pourquoi vous vous acharnez les gars? Le mec, ça se voit à 10 km, qui va vous déboîter si jamais vous faites quoi que ce soit. Et pourtant, les gars continuent, ils avancent, ils veulent absolument leur pépite. Et en fait, c'est ça qui rend le film Ils ont ludique. mis un doigt. Ils se prennent tout ça. Non, mais c'est clairement ça. Mais du coup, c'est ça qui rend le film un peu ludique. C'est-à-dire, on est sur un long métrage d'1 h 30, donc clairement, il n'y a pas une ambition démesurée de la part de Jade-Marie Helander en termes d'écriture. Il sait que son objectif, c'est uniquement de foutre un gars, de lui faire attraper quelque chose, de foutre des antagonistes, et l'objectif, c'est qui va avoir les pépites à la fin. Ce qui est rigolo, ce qui suffit à faire tenir le film. Et encore une fois, c'est un bon point. Il y a très peu de dialogue. Et Dieu sait que dans ce genre de film, c'est souvent le truc qui peut vraiment plomber un film. Vraiment des dialogues qui sont surimprimés, qui ont tendance à vraiment rajouter des caisses. Et l'intérêt, c'est qu'ici, c'est vraiment... J'ai l'impression que les dialogues sont uniquement là pour rappeler que Atami est un putain de salopard. Mais aussi, pourquoi est-ce que les Nasbrock ont à ce point besoin d'or? Parce que c'est la fin de la guerre, parce qu'il va falloir se relever un petit peu derrière, parce que c'est la merde pour des nazis. C'est un sale temps pour les nazis quand même, 44. Hein. Oui, on a beau le dire, mais c'est... Une bonne pluie de plomb, et ensuite ils vont devoir s'en mettre en plein le cou. bah ça, c'est sur un berg. Bien fait pour vos gueules. Mais donc ouais, après on va pas forcément avoir grand chose à évoquer, puis on va pas vous spoiler le film parce que honnêtement ça serait dommage de vous raconter les détails. En même temps, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Je veux dire... Le petit retournement de l'aventure, le fait qu'à un moment peut-être il trouve un moyen plus rapide de rejoindre les nazis et de peut-être s'écraser juste devant eux. Le fait que dans la deuxième moitié de long métrage il y ait peut-être un petit coup de main de la part d'un certain groupe de personnages pour Atami. Mais c'est ça qui rend le truc ludique, c'est que même des points où on pourrait se dire c'est peut-être un poil forcé, c'est peut-être un poil extrême, pourquoi rajouter ces personnages à ce moment-là, ça rentre encore une fois dans le côté série B fun. On rentre encore une fois dans le fameux film qu'on citait tout à l'heure avec nos belles répliques autour d'un bidon d'essence et les poches bourrées de pesos. Et ben c'est le même délire, c'est prendre un personnage, le foutre dans un contexte où on se dirait bah il a rien à foutre. En mieux. Même si les punchlines quand même de Terminé sont quand même priceless. Mais il y a vraiment ce côté, foutons un personnage dans un contexte où on sait très bien que si des gens lui cherchent la merde, ils vont la trouver, mais à leur puissance 1000, et amusons-nous avec ça. Et c'est ça qui rend le film fun. Et finalement, on n'en demande pas plus à ce type de film. Ouais. On demande juste un bon divertissement, avec juste ce qu'il faut de bonnes petites punchlines, juste ce qu'il faut d'instants où on se dit, est-ce qu'il y a du suspense, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va continuer à vivre. Et d'ailleurs, c'est également un côté Bibi et Coyote, le fait que littéralement, je pense que Atami, normalement, il est mort une dizaine de fois dans ce film, mais il continue, il revient, et il va leur péter la gueule. Il est 6 sous, il est acharné, vraiment, il se laisse pas crever parce qu'il a envie de te faire la peau. Ah non mais c'est génial, c'est vraiment la partie absolument maîtrisée de l'écriture. Et c'est ce côté exaltant aussi de la violence, justement, c'est quand ceux qui méritent de s'en prendre dans la gueule, s'en prennent dans la gueule, c'est cathartique. Et je pense c'est pas la catharsis ou dans le sens où justement normalement la catharsis c'est lorsque le personnage tombé à terre se relève. Là c'est plutôt que ceux qui ont été élevés, c'est-à-dire qui sont trop hauts par rapport à leur mérite, justement sont remis par terre. C'est un petit plaisir, un plaisir de faire gourmet. Voilà. En termes de mise en scène, alors là je pense qu'on va avoir beaucoup plus de choses à dire parce que comme tu l'as déjà un petit peu évoqué au début, le film est extrêmement généreux pour un budget qui est certes presque dérisoire par rapport au super prod, mais qui reste tout de même très honorable. Le film est vraiment
extrêmement bien fait d'un point de vue technique, je trouve. C'est pas le genre de long métrage qui va briller par un petit élément supplémentaire, mais c'est un film qui, je trouve, formellement parlant en termes de composition, de décor, d'effets, de structure dramatique, d'éléments qui sont mis en place devant nous, de plaisir aussi, de gourmandises, on va dire, esthétiques qui sont offertes. Le film a vraiment envie de nous ouvrir grand les bras et de nous dire « Viens, je vais prendre soin de toi ». Ouais. La photographie est extrêmement belle. Alors, c'est souvent de la lumière naturelle avec un petit peu de rehaussage pour atténuer certaines ombres. Il y a une nuit américaine dans la station-service, mais en même temps, cette image est à l'image de la linéarité du scénario et de la route. Donc il y a une certaine complémentarité des éléments qui fait que justement, c'est une mise en scène très sobre. Il y a, comme j'ai dit, il n'y a pas de grands effets de caméra de grue. Il y a quelques plans drone qui sont utilisés, mais surtout c'est du plan fixe qui est surtout utilisé, mais c'est bien utilisé. Typiquement, là encore une fois, lorsque le char traverse le champ de mine, c'est filmé à une très longue focale, de manière à écraser les distances, qui permet d'avoir une avancée qui est très lisible. Lorsque Gunther là, se prend la mine sur le coin du casque, c'est un plan large qui fait qu'on voit bien la mine arriver et le corps faire plouf. Et tous ces éléments-là font que justement c'est une mise en scène sobre qui se met au service de la bonne lecture, de la fluidité, voilà, de lecture pour le spectateur. Et ça fait du bien aussi d'avoir un élément comme ça. Pour vous dire simplement, là, contrairement à Marvel, là, je parle d'un bon film, le nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse, le problème c'est qu'il a tellement d'effets qu'au bout d'un moment on sature. La saturation. Ouais. Tandis que là, par contre, alors là on est dans l'épuration. On a un côté simple, mais qui fait que quand on ne pose pas son cerveau, on se laisse embarquer, on se laisse naviguer, et ça fait bien parce que justement c'est une bonne maîtrise. Je pense que c'est un film qui a été extrêmement bien storyboardé, parce que le montage est aux petits oignons. Voilà. Pas une image de trop, pas une image en moins, juste ce qu'il faut pour que justement les éléments soient bien suivis, son, image et petits effets quand il faut rajouter que ce soit de la fumée ou une explosion dans le truc. Je crois pas avoir vu d'effets en numérique qui détonnent. À part peut-être la scène de fin, mais on sent que la scène de fin, c'est peut-être, on va dire, l'explosion jubilatoire du long métrage, là, et pour autant ça reste bien fait. J'ai l'impression que ça a été fait, qu'il y a eu des maquettes parce qu'ils ont été utilisés. C'est possible. Puisque ensuite, on fait quelques effets comme de la fumée en numérique, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais vu la façon dont les ombres étaient accrochées, la lumière accrochait les ombres, je pense que c'était fait avec une partie maquette. C'est possible. Donc, bref, du bon petit coup humain. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça qui rend le film encore plus fun que ce qu'on peut évoquer dans l'écriture, qui peut parfois sembler extrêmement simple, voire peut-être simpliste pour certains. C'est que derrière, on a une mise en scène qui est, comme tu l'as si bien dit, qui a vraiment été préparée très en amont, ça se voit, et qui surtout a une clarté de lecture et qui permet à l'ensemble de vraiment juste se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fun qui doit être procuré. Et encore une fois, on fait bien de leur souligner, le film est drôle, par cette parcimonie justement du détail, par ce recul qui permet parfois de écraser, comme tu disais, les perspectives et de jouer justement sur la lenteur et le suspense de certaines scènes. Il y a des éléments qui nous font vraiment rire. Quand on voit toute cette bande de nazis soit s'exploser, soit partir en vrille sur un champ de mine, ça a vraiment un côté hyper fun. Et on a vraiment la sensation, en plus, qu'il y a un vrai effet pratique sur le plateau. On sent qu'il y a eu un mannequin qui a été posé sur une putain de mine ou sur une putain d'explosion, et que c'est vraiment un mannequin qui part à volo et qui explose. Le petit mannequin en mousse. Ah ben là, le mannequin en mousse, il est bourré par contre de liquide rouge. Oui, mais c'est vraiment ça qui rend le truc fun, c'est que constamment on est en train de se dire, le film est créatif, le film a envie de nous embarquer dans un espèce de délire où on se dit à aucun moment qu'il n'y a une limite en fait. C'est le concept... allemand en plus de la Schadenfreude, donc le plaisir de voir des gens se faire mal. Ah bah ça, c'est clair que c'est le cas. Et puis au-delà de ça, moi ce que j'ai vraiment envie de souligner sur l'ensemble du film, c'est que je trouve que
on a souvent tendance à utiliser le côté plaisir coupable comme étant un truc, genre il n'y a pas de plaisir coupable, il n'y a que des plaisirs. Mais je trouve que ce film est vraiment la substantifique moelle de ce que doit être un vrai plaisir coupable de cinéma, c'est-à-dire un moment fun devant lequel on va peut-être voir des limites par moment, devant lequel on va peut-être se dire c'est un film qui paraît pas révolutionnaire, mais où on se dit ça fonctionne, ça fait du bien, c'est amusant, c'est certes hyper sirupeux, hyper cliché comme réplique, c'est certes peut-être un petit peu, on va dire, facile d'amener ce genre de situation, mais pour autant il n'y a aucun moment où on se dit le film est loupé. C'est ce genre de film où quand tu vas au cinéma, tu vas en groupe justement, ou même quand t'es avec d'autres personnes que tu connais pas qui sont dans la salle, on peut communier en genre on conspue les méchants, on applaudit le héros. C'est ça. Et c'est ça ce qu'il faut. On applaudit aussi les héroïnes quand justement vient leur moment, ça fait du bien. Oh oui. Et il y a un point que je veux souligner, c'est quand même fort, mais le film est très 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 silencieux. Oui. Dans le sens où il y a vraiment, je l'évoquais un petit peu dans l'écriture, il y a peu de dialogue, mais c'est bon de rappeler que je crois les 15 premières minutes de film, il n'y a pas une seule réplique. Comme le samouraï de Melville. C'est ce qui avait donné envie pas à Belmondo, à Delon de jouer dans ce film-là, justement. C'était quand il a eu, dans les 15 premières pages, pas un seul dialogue, je le prends. Parce que là, justement, c'est joué uniquement avec le corps. Et quel corps que celui de l'acteur principal, qui, justement, on voit, il est buriné, il est tanné par le soleil, par les épreuves. Et il a un regard d'acier, quoi. Ça fait peur. Bah, tu m'offres une magnifique transition pour parler du casting, mon cher. Donc, Jorma Tomila, qui est donc l'acteur fétiche, on peut dire, de Jeanne-Marie Ellender, puisqu'il a joué dans tous ses précédents films, et il avait carrément donc pris son gosse pour son précédent long métrage. Dans le rôle de Atami, enfin, le mec a une gueule. Bon, déjà, je pense que vous la voyez sur l'affiche, elle est quand même sacrément burinée. L'œil d'acier, quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et je trouve qu'il arrive vraiment bien à jouer le coyote qui se fait péter constamment la gueule, mais qui revient à la charge et qui n'a pas peur quand même d'en remettre une couche et de se dire vas-y, c'est pas grave, ils m'ont encore pété la gueule, j'y retourne. C'est l'archétype du cow-boy solitaire, du chevalier errant, du sabreur de Wuxapian. C'est la figure de l'homme sans attache, un peu le surhomme nietzschéen de certaine manière, puisque justement il n'a plus besoin de vivre dans une société pour être maître de lui-même. Et ça se voit, même si c'est un peu exagéré. Oui, forcément, mais bon, ça reste bien. Mais bon, en même temps, le cinéma n'est-il pas le lieu où s'expriment nos désirs, comme disait André Bazin? Tout à fait, tu as complètement raison. On a Axel Henny qui joue donc Bruno, le chef des nazis. Nous avons Jadoulan qui joue Wolf, l'un des nazis. Nous avons Mimosa Walamo qui joue donc Aino, l'une des résistantes principales qui est séquestrée par les nazis. On a Oni Tomila qui joue Schutz, le fameux fils de l'acteur principal qui joue un des nazis qui... C'est pas celui qui joue c'est le conducteur du tank. Oui. Ouais, c'est ça. Celui-là qui prouve que en même temps le film a quelques subtilités parce que celui-là c'est le nazi le moins nazi, on va dire. Parce que je savais pas que ça existait comme réplique. Le nazi le moins nazi. Ah oui, je veux dire c'est le moins méchant des méchants. C'est dans la Wehrmacht, t'avais aussi les simples Allemands qui disaient bon bah il faut se battre du petit innocent qui a été obligé de malheureusement mettre la casquette de nazi ou de SS. Et ça se voit en particulier avec sa dernière scène qui quand même lui je le regrette un petit peu. Ah oui, non mais oui, clairement. Mais dans l'ensemble je trouve le méchant encore plus méchant. Ah bah ça c'est clair. Mais dans l'ensemble je trouve que le casting s'en sort extrêmement bien et ça prouve, on va dire, une troisième fois pour le réalisateur qu'il arrive à diriger ses acteurs dans la meilleure direction, à ne jamais être trop dans la caricature, même si forcément son scénar pousse un petit peu ça, mais pour autant il a toujours ce petit recul de se dire tu dois être une caricature, mais tu dois quand même imprégner un petit peu la caméra. Et c'est aidé aussi par le fait que, encore une fois, on revient sur le côté linéaire du film. Chacun est un archétype, chacun a justement une direction principale, comme la route qui va dans un seul sens. Eux-mêmes ont avant tout un sens. Et comme ils s'y tiennent énormément, justement, ils ont cette constance qui, ça a dû les aider aussi dans leur façon de jouer. Et vraiment, je crois que leur rôle a pu être simplifié en quelques phrases pour les faire jouer. Mais par contre, et c'est là qu'on voit que ce sont de bons acteurs, ils donnent idée qu'il y a beaucoup plus dans leur biographie. Donc à mon avis, ils ont aussi travaillé les personnages, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, d'où est-ce qu'ils venaient, etc. Même si c'est pas explicité,
on n'a pas l'impression que ils sont sortis tout neufs, tout sortis de l'œuf, comme ça. Ils viennent de quelque part. Et ça fait plaisir aussi. C'est la grande maîtrise des acteurs, c'est d'être capable juste avec une bible de nous faire ressentir tout le passé du personnage. Mais les grands acteurs y arrivent et heureusement dans ce film, il y en a plein. Comme quoi il n'y a pas de petits films, il n'y a que de grands acteurs. C'est beau. On arrive à la fin de cette vidéo donc sur Sisu. Qu'est-ce que tu retiens de ce long métrage? Jubilatoire sur 20, tout simplement. Oh. Tu te limiteras à ça comme conclusion? Ouais. Ça me va. Soyons sobres à la manière de cette intrigue, à la manière de cette mise en scène et au plaisir que nous ont donné ces acteurs et ces techniciens. Eh ben c'est parfait. Non mais je suis d'accord, on est vraiment sur un bon film fun quoi. On est vraiment sur le genre de film, ça fait plaisir de voir ça dans les salles de cinéma, ça fait plaisir de passer un bon moment devant un bon délire où on sait que, comme tu disais, on n'a pas besoin de mettre notre cerveau de côté, on a juste besoin de mettre notre cerveau pour juste comprendre le minimum syndical et se laisser embarquer dans un bon petit délire, un bon divertissement avec juste ce qu'il faut de gore, juste ce qu'il faut d'action, un petit peu de comédie, un bon délire, une période historique qui permet d'amener des archétypes, des clichés, mais de bien jouer avec pour faire en sorte que le spectateur soit constamment en train de jubiler. Enfin, c'est ça, Sisu, de l'or et du sang de Jalmari Lander. C'est juste du fun en barre. Et vous l'aurez compris, allez le voir. Allez le voir. Allez le voir. Je pense que vous avez passé un très bon moment devant. Ça, c'est indéniable. On l'espère. Merci mon cher Mathieu. Merci encore à toi pour cette invitation. Mais tu sais bien que moi j'adore t'avoir ici. De toute façon, à chaque fois, ce sont de longues et magnifiques conversations qu'on a autour du cinéma. Et c'est ce que j'aime. Moi aussi j'aime ça. Et on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et petit fun fact historique, est-ce que tu savais qu'en Finlande, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la guerre d'hiver. Et là, c'était les soviétiques qui ont essayé d'attaquer la Finlande. Il y a dedans, justement, des personnages qui sont Sisu. C'est vrai? Oui. Il y a un mec en particulier qui s'appelle Simo Yaya, on l'a surnommé la mort blanche. Il faisait jusqu'à 5 victimes par jour, c'était un sniper. Et il restait jusqu'à 2 jours dans la neige pour attendre ses victimes. Le genre, il était vicieux, mais un gentil vicieux. Parce que quand justement il s'est pris une balle dans la mâchoire, ce qui a fait arrêter la guerre, quand il s'est réveillé, c'était le jour de la fin de la guerre. Et à la fin, quand on lui a demandé mais vous regrettez ou qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Moi j'ai fait mon devoir, monsieur. Comme quoi, ils ont vraiment existé les Athènes. Oh oui.